Bonjour, je suis Lucrèce Savarine, je suis activiste des droits de la femme, je suis experte en santé reproductive et en stratégie de développement communautaire. Je suis également la présidente de l'association BioA. Je suis honorée de partager avec vous l'importance cruciale des droits à la santé sexuelle et reproductive. La santé sexuelle et reproductive n'est pas un concept abstrait. C'est une composante fondamentale des droits humains. Elle concerne la capacité de chacun et de chacune à prendre des décisions libres et éclairées concernant son corps, sa sexualité et sa reproduction sans discrimination ni violence. Aujourd'hui, nous aborderons plusieurs points essentiels qui illustrent les défis et les progrès dans ce domaine. Alors, tout au long de cette session, nous explorerons ce droit fondamental à travers quelques piliers. De l'accès à l'information et aux services, aux défis des normes culturelles, en passant par la protection de la maternité, la lutte contre les violences et l'importance de l'engagement de tous, y compris des hommes, et la sécurité dans les établissements de santé. Le droit à la santé sexuelle et reproductive est un droit humain fondamental. Il garantit que toute personne a la capacité de prendre des décisions libres et responsables concernant sa sexualité et sa reproduction, sans coercition, discrimination ou violence. C'est l'état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en relation avec la sexualité. Le droit à la santé reproductive inclut l'accès à une gamme complète de méthodes contraceptives modernes, sûres, efficaces, abordables, ainsi qu'à une information claire, complète et objective sur toutes les options, y compris la planification familiale. L'information doit être adaptée à l'âge et confidentielle, surtout pour les jeunes, afin de leur permettre des choix éclairés. C'est la clé de la maîtrise de sa fécondité. Parlant du plaidoyer contre les grossesses précoces, il faut reconnaître que les grossesses adolescentes sont souvent liées au mariage d'enfants ou à la violence et ont des conséquences dévastatrices sur la santé parce qu'elles entraînent la mortalité maternelle et infantile accrue avec des complications et ont également des conséquences sur l'éducation parce que conduit à la déscolarisation ainsi que sur l'autonomisation économique des jeunes filles. Face à cette situation, l'éducation complète à la sexualité est nécessaire. Il s'agit de fournir des connaissances scientifiques et de développer les compétences de vie telles que la négociation, la prise de décision pour retarder l'âge de la première grossesse, d'assurer la rétention scolaire des filles et de promouvoir leur participation aux décisions qui les concernent, de sensibiliser sur les dangers et de mobiliser pour un changement des normes sociales. L'objectif principal de la santé maternelle est de réduire la mortalité et la morbidité maternelle et infantile. C'est d'ailleurs l'indicateur clé de l'état de santé d'un pays. Les principaux piliers de la santé maternelle reposent sur les soins prénatals de qualité, c'est-à-dire qu'il faut un suivi régulier pour détecter et gérer les risques. Cela repose également sur l'assistance qualifiée à l'accouchement. Les patients doivent accoucher dans des structures de santé avec du personnel formé. Cela repose également sur les soins obstétricaux et néonatals d'urgence. C'est la capacité à gérer les complications telles que l'hémorragie et la pré-éclampsie. En termes du soin postnatal, le suivi de la mère et du nouveau-né est important. Elle dépend directement de la santé maternelle, sans oublier l'importance de la vaccination, de l'allaitement exclusif et des soins intégrés de l'enfant. Parlant des mutilations génitales féminines, elles sont une violation basée sur le genre
et une violation grave des droits humains, y compris le droit à la santé, à l'intégrité physique et à la protection contre la torture. Elles ont des conséquences dévastatrices sur la santé des victimes, telles que les douleurs chroniques, les infections, les complications à l'accouchement et les troubles sexuels et psychologiques. Pour lutter contre cette pratique néfaste, il urge d'adopter des stratégies de l'abandon. Il s'agit d'adopter et d'appliquer des lois qui pénalisent cette pratique, de travailler avec les chefs coutumiers et religieux, les exciseuses et les communautés pour un abandon collectif basé sur la reconnaissance des méfaits, d'assurer la prise en charge médicale des femmes excisées. En termes de défis et changements, les normes culturelles, les traditions et les dynamiques de pouvoir sont souvent des obstacles majeurs à l'exercice des droits reproductifs. Par exemple, le mariage précoce et forcé, les décisions sur la contraception prises par l'homme et la stigmatisation. Nous aspirons au changement, oui, mais le changement ne se fait pas par l'imposition, mais par le dialogue et l'engagement communautaire. Alors, nous devons sensibiliser, c'est-à-dire mettre en évidence les aspects néfastes des pratiques sur la santé, en utilisant les arguments des droits humains et travailler avec les acteurs locaux pour réinterpréter ou modifier les pratiques culturelles de manière positive et respectueuse des droits. La prévention des infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH, est au cœur de la santé sexuelle. Les moyens de leur prévention demeurent l'information et l'éducation. Cela revient donc à connaître les risques et leurs modes de transmission, à promouvoir et rendre accessibles les préservatifs masculins comme féminins. Le droit à la santé exige également un accès universel au traitement et au soutien des personnes vivant avec le VIH ou avec l'IST, dans le respect de la confidentialité et l'absence de discrimination. La santé sexuelle reproductive n'est pas qu'une affaire de femmes. L'implication active des hommes et des garçons est essentielle pour l'égalité de genre et l'amélioration des résultats de santé. Il est important d'accompagner la partenaire au suivi prénatal et de partager les responsabilités de planification familiale. Les pères responsables doivent participer aux soins des enfants. En tant que champion du changement, il est important de remettre en question les normes de masculinité toxique et lutter contre les violences faites aux femmes. L'autre chose qui est importante de savoir, c'est que dans les établissements de santé, le harcèlement des patients ou du personnel de santé mine gravement la qualité des soins et le droit à la santé. Face donc à ces défis, il faut mener des actions concrètes et efficaces. Pour une politique zéro tolérance, il faut par exemple mettre en place et appliquer strictement des politiques contre toute forme de harcèlement. Mettre en place des systèmes de signalement accessibles, confidentiels et protecteurs pour les victimes et les témoins. Il faut également sensibiliser et former du personnel aux droits des patients, au respect et au consentement. Alors, pour finir, il faut retenir que le droit à la santé sexuelle et reproductive est un ensemble de droits interdépendants, tels que l'accès à l'information et aux services, la protection de la vie, la lutte contre les violences et la création d'un environnement sûr et respectueux pour tous. L'exercice de ces droits est la base de l'autonomie corporelle et d'une société plus juste et égalitaire. C'est un combat quotidien qui nécessite l'engagement de chacun de nous. La santé sexuelle et reproductive est un voyage qui dure toute une vie. C'est une question de droit, de dignité et d'égalité. C'est ensemble, hommes, femmes, nous pouvons bâtir un avenir où la santé et les droits sexuels et reproductifs ne sont pas un privilège,
mais une réalité pour tous. Merci et à bientôt.